Vladimir Poutine, qui, encore à l'heure actuelle, est un véritable cauchemar pour les médias occidentaux. Pour les uns, c'est un homme de poigne, difficile à sonder. Pour les autres, ce n'est qu'un vil dictateur, homophobe, avec des tendances impérialistes, on va dire, dont l'Europe devrait se méfier. Et au milieu de tout ça, au milieu des ententes cordiales, des ballets diplomatiques, des mouvements d'échiquier, Poutine a aussi des sympathisants parmi nous, ici en Europe, en Occident, et pas forcément dans les milieux d'extrême droite. On peut prendre pour exemple le réalisateur américain Oliver Stone, qui, depuis qu'il l'a interviewé au Kremlin, ne cesse de tarir d'éloges sur Poutine, mais je soupçonne aussi notre Premier ministre Charles Michel, et peut-être même Didier Reynders, d'avoir été quelque peu poutinisé ces derniers temps. Mais au fond, l'Occident a un véritable problème. L'Occident ne sait toujours pas qui est véritablement Vladimir Poutine. Alors, s'il reste inquiétant pour ses voisins et extrêmement populaire dans son pays, Vladimir Poutine a redonné à la Russie sa place sur la scène internationale. Et il ne faut pas trop se faire d'illusions, je crois que c'est un secret pour personne. Dans quelques semaines, le 18 mars, Poutine sera à nouveau réélu en tant que président pour un 4e mandat. Est-ce un crime de lèse-démocratie? Et puis finalement, à qui profite Poutine? Est-ce qu'il profite au peuple russe? Est-ce qu'il profite aux Européens, aux Américains? Peut-être aux oligarques, pardon. Finalement, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de sonder, c'est ce qui se passe réellement dans la tête de celui qu'on présente de plus en plus comme le nouveau tsar de Russie. Alors, pour répondre à nos questions et pour présenter leurs ouvrages respectifs, on a la chance de pouvoir accueillir Madame Elena Perrou, qui a une particularité, c'est qu'elle me l'a dit tout de suite, elle n'a plus la nationalité russe, plus tout à fait, mais il se peut que vous ayez gardé une nationalité soviétique. En tout cas, Madame Perrot a pu croiser le regard de braise ou de fer, elle nous le dira, de ce cher Vlad, en accompagnant notamment le président Chirac, dont elle a été une des proches collaboratrices et une des plumes, aussi discrète soit-elle. À côté d'elle, Vladimir Fedorovski, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, a au moins eu 3 vies. Une première en tant que diplomate, une deuxième en tant qu'homme politique, et enfin une dernière en tant qu'écrivain. Pour ceux qui, comme moi, sont nés au XXe siècle, vous le savez sans doute, Vladimir Fedorovski a été un des artisans de la perestroïka aux côtés de Gorbatchev. Et aujourd'hui, s'il continue à analyser la Russie, c'est en exil. En France. Exil, pourquoi? Non, c'est pas un exil? Oh, c'est pas un mot. Pourquoi? Parce que en France, c'est pas de l'exil. D'accord. On est citoyen du monde. Exil, c'est pas un mot. Bon. Bien. Je suis désolé. On est dans la démocratie. Non, mais encore une chance, Exil. vous pouvez me contredire, ce qui n'est pas le cas de tous les jours. Alors, dans son nouveau livre qui vient de paraître chez Stock, M. Fedorovski analyse la personnalité de l'homme fort du Kremlin, mais aussi et surtout le système qui l'a précédé, celui qui l'a mis en place, c'est peut-être, sans doute, celui qui lui succédera. Madame Elena Perrou, elle, a choisi un angle un peu particulier et sans doute extrêmement percutant pour nous, occidentaux. La question que vous me posez, et vous me contredirez si jamais j'ai tort, vous avez le droit, c'est qu'est-ce que Vladimir Poutine aux yeux des Russes et qu'est-ce que les Russes aux yeux de Vladimir Poutine? Et j'ai peut-être envie de vous tendre le micro, de commencer par cette question-là. Qu'est-ce que les Russes aux yeux de Vladimir Poutine? Le micro marche. Bonsoir à tous. Alors, merci beaucoup de votre présentation. Je vais juste préciser sur le passeport soviétique. Pourquoi je n'ai pas le passeport russe? C'est par négligence certainement. Alors, il se trouve que je suis née à Moscou dans une famille franco-russe.
Et c'est pour ça que le regard que j'essaye de porter sur Vladimir Poutine est à la fois français et russe. Bon, pour ce qui est des... Donc j'avais la double nationalité en naissance, s'il vous plaît, dans une famille dans une famille à la fois soviétique et donc de mère russe, soviétique et de père français. Simplement en arrivant en France et en poursuivant ma vie en France et en travaillant au cabinet du président Chirac, je n'ai jamais pensé à demander un passeport russe de la Fédération de Russie. Vous savez que l'URSS n'existe plus depuis 1991, et donc le dernier document que j'ai administratif russe est soviétique et donc périmé. Mais je n'ai pas de délicatesse avec le régime actuel, je tiens à le préciser. Et puis, ayant vécu à Saint-Pétersbourg, et en étant en mission diplomatique française à Saint-Pétersbourg, puisque j'ai eu l'honneur de diriger l'Institut français de Saint-Pétersbourg, il ne m'est absolument pas venu à l'esprit de demander un passeport autre que français par ailleurs. Alors, si vous pouviez nous expliquer votre première rencontre avec Vladimir Poutine. Oui, alors ma toute première rencontre avec Vladimir Poutine, ça s'est passé très simplement à l'Élysée le 30 octobre 2000. C'était la première visite du président Poutine officielle en France. Il a été élu le 26 mars, officiellement élu le 26 mars 2000. Il était président par intérim depuis le 31 décembre 1999 à midi pile, puisque Boris Yeltsin lui a cédé la place, démissionnant le 31 décembre 1999. Alors, quand le président Chirac m'a présenté au président Poutine, bon, le président Chirac, vous voyez sa bonhomie, vous voyez sa gentillesse, il a dit un mot très gentil à mon égard, à Vladimir Poutine, et expliquant que j'étais russe, que j'étais la russe de l'Élysée. Et Vladimir Poutine m'a dit très gentiment en russe, s'il y a des russophones parmi vous, c'est formidable, il faut que les nôtres soient partout. Alors évidemment, c'était un trait d'humour du président russe. Donc ça, je le raconte dans le livre. Ce que je ne raconte pas dans le livre, c'est que ça m'a quand même un peu troublée. Et je suis allée voir le directeur de cabinet du président Chirac en lui disant, écoutez, voilà ce que m'a dit le président russe. Maintenant, je ne vous dis plus rien jusqu'à l'ouverture de mon compte en banque en Suisse. Et alors, je vais peut-être vous décevoir ou vous rassurer, mais il n'y a jamais eu de compte en banque en Suisse. Voilà. Donc les Russes n'ont jamais cherché d'aucune façon à faire en sorte que je travaille pour eux. Bon, le président Poutine, c'est un trait qu'on ne connaît pas très bien en Occident, parce que très honnêtement, il faut comprendre la langue pour comprendre certaines choses, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Et l'humour russe, on pourrait écrire des livres et des livres. Je pense que Vladimir, vous ne me contredirez pas sur l'humour russe, mais voilà, Poutine et les Russes, c'était ça votre question. Poutine, moi je le verrais comme un Russe ordinaire, même si ça peut vous choquer. Pour plein de raisons, Poutine est un Russe, parmi les Russes, qui a vécu longtemps une vie d'homme russe ordinaire. Il est né dans une ville, Saint-Pétersbourg. Alors je sais pas, j'aurais dû commencer par là d'ailleurs. Puis-je vous demander si parmi vous, certains connaissent la Russie autrement que par les livres, et en dehors de Moscou et de Saint-Pétersbourg, pour ceux qui connaissent la Russie. Mais pas, non, quelques-uns, mais pas nombreux. Bon, alors, Saint-Pétersbourg est une ville particulière. Saint-Pétersbourg s'appelait Leningrad, vous le savez, entre 1924 et 1991. Et Poutine est d'abord le fils de cette ville, de Leningrad. Et Leningrad, vous, peut-être occidentaux, vous associez Leningrad au nom de Lénine, à la période soviétique, bien sûr. Moi, en vivant à Saint-Pétersbourg, il y a une chose que j'ai comprise. Moi, je suis née à Moscou, Saint-Pétersbourg, Leningrad à l'époque, j'y allais en voyage, mais quand on vit à Leningrad, enfin à Saint-Pétersbourg, on comprend que Leningrad, c'est le blocus de Leningrad. Et le blocus de Leningrad, c'est une période très peu connue de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, que les Russes appellent la Grande Guerre patriotique. C'est 900 jours, 872 exactement, de famine, de froid. Imaginez-vous les hivers, il fait froid à Bruxelles, imaginez-vous ce que seront les hivers pétersbourgeois. 2,5 millions d'habitants en 1941, avant le blocus, 600 000 habitants en 1944. Poutine est né en 1952, il n'a pas connu le blocus, mais ses deux parents, son père comme sa mère, sont des survivants du blocus. Et leur vie a tenu un fil très mince. Je raconte dans le livre ce que Poutine raconte de ses parents.
Ses parents sont deux miraculés. Son père, particulièrement courageux, a des actes de bravoure très remarquables à plusieurs reprises pendant ces terribles 900 jours. Poutine a perdu un frère aîné qu'il n'a jamais connu. Il avait deux frères aînés, un qui est mort avant la guerre et un qui est mort pendant le blocus. Et si vous voulez, quand on vit dans cette ville quelque temps, on se rend compte à quel point le blocus a marqué tous les habitants de cette ville. Et aujourd'hui, dans les personnes qui sont sur le devant de la scène politique russe, vous avez plusieurs personnes qui sont des enfants de survivants du blocus. Et ce blocus est important. En cela, il est le fils de cette histoire terrible. Il est le fils, il a connu les années 90 en Russie en rentrant de Dresde, puisqu'entre 85 et 90, il était à Dresde, mission pour le KGB. En 90, il arrive dans les années 80, il revient en URSS. Et les années 90 aussi sont un point, c'est un angle mort. Je dirais, entre le regard occidental et le regard russe sur ces années-là n'est pas du tout le même. Les Russes ont vécu une décennie terrible, économiquement, familialement, moralement très éprouvante. Les Occidentaux ont vu les années 90 comme le chemin triomphal de la Russie vers la liberté, la démocratie, les droits de l'homme, ce qui est pour une part vrai, bien sûr, mais toutes les familles qui ont traversé ces années 90 en Russie ont vécu des années très très difficiles. Il y a des hommes parmi vous, imaginez-vous que l'espérance de vie des hommes au milieu des années 90 est tombée à 58 ans. Alors, justement, si vous le permettez, les années 90, si mes infos sont bonnes, c'est justement le moment où vous, Vladimir Fedorovski, vous avez rencontré Poutine alors qu'il n'était encore qu'un simple collaborateur du maire de Saint-Pétersbourg. Est-ce qu'à l'époque, lors de ce premier contact, vous pouviez déjà imaginer quel serait son avenir? Non, pas du tout. Poutine, c'est quelqu'un qui a montré, disons, toutes ses possibilités quand il était déjà aux affaires. Et peut-être même le poste de président l'a révélé plus que ça. Tout d'abord, vous savez, il a toujours caché sa force. Et après, il a montré sa force. Il était choisi par hasard comme une marionnette et il est devenu marionnettiste après. Très vite. Vous savez, le poste de ce genre-là, ça peut révéler les choses inattendues ou tuer les gens. Par exemple, le président Hollande n'était pas si nul quand il n'était pas aux affaires, et le poste l'a tué. Et Poutine, ça c'était le contraire qui s'est passé. Il a révélé des choses assez inattendues pour moi, et j'ai jamais de la vie pensé qu'il va devenir président. Alors, dans un de vos ouvrages, et je crois qu'aujourd'hui vous en êtes au 41e, c'est la preuve que vous n'avez pas encore tout révélé, tout dit. Vous disiez que Poutine était enfant, un petit caïd. Est-ce qu'il a gardé cette mentalité? Bon, je suis sûr, il le dit volontiers, parce que c'est quelqu'un vous savez, qui réagit comme ça. Il dit qu'il réagit comme quelqu'un qui était l'enfant de la rue. Dent pour dent, l'œil pour œil, c'est plus fort que lui. Vous comprenez, les choses réagissent. Ça, c'est la formation des présidents, ça c'est quelque chose de très très important. Réagissent. Je ne sais pas, président Chirac, que vous avez si bien connu, il réagit comme quelqu'un de spontané, extraordinaire. Le président Macron aujourd'hui, il réagit de sa façon. Et évidemment, Poutine, il garde ces vestiges de l'enfant de la rue, petit caïd, et il l'a dit plusieurs fois qu'il aurait dû terminer en prison. Comme droit commun. Il était rattrapé quand il était adolescent dans la rue par un coach et finalement il est devenu, le sport l'a beaucoup formé, l'a transformé. Si vous voulez comprendre Poutine, étudiez les manuels de judo, ça va vous révéler le personnage. Alors justement, quand on vous attendait, on a déjà entamé la conversation avec Elena Perrault et vous m'avez fait part d'une anecdote assez rocambolesque. Poutine ne boit
pas une seule goutte d'alcool. Vous me disiez que c'était dû justement à cette mentalité du judoka et que Poutine publiquement se présentait toujours avec du thé. Est-ce qu'il est resté ce judoka? Alors ça c'est très important, oui. L'importance du judo, moi je dirais que son deuxième père, ça a été son professeur de judo. Il avait une adoration pour cet homme qui était, comme son père, un blakadnik, c'est-à-dire un survivant du blocus. Et si vous avez en tête les images de Poutine à l'enterrement de son maître de judo, c'est le moment où vous le voyez le plus ému. De toutes les images publiques que vous avez de Poutine, il devait regagner une voiture officielle qui l'attendait et il a préféré marcher seul le long d'une longue avenue. On peut imaginer qu'il y avait un service de communication derrière, qu'il y avait de la mise en scène, mais très honnêtement, je crois que dans ce moment-là, c'était quelque chose de très spontané. Et il raconte que ses parents, et sa mère notamment, n'appréciaient pas du tout qu'il aille apprendre le judo. Vous savez, le judo, quand il a rencontré le judo, il avait 13-14 ans, ça devenait une discipline olympique. C'était très, très jeune, comme sport connu dans le monde autre qu'asiatique. Et en Russie, il y avait un sport qui s'appelait le sambo, qui ressemble au judo, qui est de l'autodéfense sans armes, mais le judo l'a vraiment construit. Et tout simplement, à l'âge où certains jeunes gens fument des cigarettes et boivent, il avait un tel entraînement sportif qu'il ne se permettait ni de fumer ni de boire, et il suivait très, très sérieusement son entraînement de sportif. Sur le côté caïd, oui, il le raconte, c'était un garçon, encore une fois, en quoi il était un russe ordinaire, et ses parents vivaient dans un appartement communautaire. Alors en Occident, on ne sait pas très bien ce que c'est qu'un appartement communautaire. Il vivait à 3 dans 25 mètres carrés, et ces 25 mètres carrés faisaient partie d'un appartement où il y avait 3 autres familles qui vivaient. Je ne sais pas, Vladimir, si vous avez connu les appartements communautaires. Moi, j'ai... Les communales. Moi, j'ai une arrière-grand-mère que j'ai bien connue qui vivait comme ça à Moscou. Alors vous en avez une vision très sympathique dans les poupées russes, vous savez, le film de Klapich, et puis vous en avez une vision nettement moins sympathique dans Est-Ouest, de Régis Barnier, où là vous voyez la délation, c'est quelque chose de très 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 lourd. Bon, mais voilà, Poutine vivait là-dedans, alors qu'est-ce qu'il faisait? Il était dans la rue avec ses copains, et il se bagarrait. Et le judo l'a vraiment construit. Et aujourd'hui, il y a des judokas parmi vous, moi malheureusement c'est un sport que je ne pratique pas, mais on voit que dans les face-à-face, il utilise la force du partenaire au service de ce qu'il appelle sa victoire, c'est-à-dire la victoire de la Russie dans son esprit. Alors, judoka, petit caïd, ancien du KGB, ça fait beaucoup d'adjectifs, d'épithètes violents pour un seul homme. Mais judoka, il est resté jusqu'à écraser son opposition. Vous dites dans votre livre, vous avez une phrase qui est souvent prononcée en Russie, que la mortalité est très élevée chez ses opposants. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, Vladimir Fedorovski? Vous savez, la Russie, à la fois il ne faut pas exagérer, il faut constater ça. Vous comprenez, la mortalité chez les opposants, moi j'étais par hasard en 93 devant la tour Postankino. Je me suis baladé, il y avait une centaine de gens qui ont protesté, vous savez, les Russes protestent contre Eltsine à l'époque. Donc où les gens sortent avec les mitraillettes et ils tuent 1500 personnes. Aucun journaliste occidental, mis à part de n'a parlé ici, et vous n'êtes même pas au courant de ça. Je vous raconte un truc qui m'a marqué quand même. Moi j'étais assez copain avec Eltsine, mais il a cessé d'exister pour moi ce jour-là. Vous savez, vous continuez de recevoir avec mon ami Chirac. Néanmoins, c'est quelqu'un qui a tué 1500 personnes sous son ordre. Après, le lendemain, il sort les chars, il tire contre le Parlement. Tout le monde accepte. Comprenez, c'est le truc relatif. Quand on dit les choses, moi je suis assez à la fois pour dire les choses, mais il ne faut pas aussi. Vous comprenez, mes copains, les philosophes de Saint-Germain, ils disent Poutine c'est un Hitler de temps moderne. C'est des bêtises. On ne peut
pas dire les choses pareilles, vous comprenez? Même dire des dictateurs, Poutine c'est pas un dictateur, c'est un régime autoritaire, on peut l'appeler tsar, tout ce qu'on veut, mais il faut pas... Moi je suis nullement son ami du tout, mais simplement il faut faire attention pour ne pas raconter l'histoire, autrement on tombe dans le monde imaginaire, vous comprenez? Aujourd'hui, ma préoccupation, c'est une des raisons pour lesquelles, parce que vous savez, j'écris généralement les livres qui font rêver. Je suis obligé d'écrire les livres sur mon itinéraire et vous raconter l'histoire parce que ma crainte aujourd'hui, qu'on vit dans le monde imaginaire. On me demande souvent, est-ce que c'est comme la guerre froide? Je dis beaucoup plus grave que la guerre froide. Pendant la guerre froide, il y avait des distinctions, la propagande, la manipulation, les suppositions. Aujourd'hui, il y a un mélange de genres. Les gens mentent et croient à leurs mensonges. Si c'était seulement la presse, j'aurais pardonné la nouvelle génération de la presse. Hélas, on commence, les gens, ceux qui sont aux affaires, qui sont comme ça. Vous comprenez, c'est pour ça qu'il faut faire très attention par rapport à la supposition. Et moi, j'ai adoré votre livre parce que vous donnez les éléments de modération. Ce n'est pas facile, vous le connaissez, parce que les gens sont tellement dans leur truc, dans leur préalable, qu'ils sont... On ne peut pas dire... Moi, je viens souvent aux États-Unis. Si je dis aux États-Unis une dixième de ce que je viens de dire, je suis considéré comme agent de Poutine. Poutine ne m'aime pas, je n'aime pas Poutine. Mais, quand même, un peu de modération. Ouais, excusez-moi. Alors, vous avez raison d'insister là-dessus, et c'est aussi le nerf de la guerre, le pourquoi de ce débat. Mais... Je peux ajouter quelque chose sur le sujet, parce que ce que vient de dire Vladimir est très important. 93, c'est effectivement un octobre complètement oublié dans les mémoires occidentales. C'est-à-dire que je pense qu'on interrogerait n'importe qui dans la rue, on dirait l'événement le plus sanglant à Moscou depuis la révolution de 17, qu'est-ce que c'est pour vous? Personne ne citerait ces événements d'octobre 93. Et vous voyez, une femme comme Lyudmila Ulitskaya, nous sommes dans une librairie, je pense que Lyudmila Ulitskaya est connue ici, c'est une romancière de l'opposition russe, très traduite et très lue en français, et qui n'a pas apprécié la manière dont la Crimée a été rattachée à la Fédération de Russie en mars 2014. Mais elle dit, surtout, il faut éviter des Maïdans chez nous, parce que nous sommes un peuple adolescent et nous avons une violence telle dans notre pays, depuis les décembristes, c'est l'époque de Pouchkine, depuis le 19e siècle. Il y a eu cette tragédie de la révolution de 17, il y a eu les répressions de Staline. Nous sommes, si la violence s'éclate chez nous, alors ça prend des dimensions terribles. Et il y a une violence sur la scène politique russe, c'est vrai. Et on peut voir les choses de différentes façons, mais certaines personnes estiment que Poutine essaye de maîtriser cette violence. Voilà, pour nous occidentaux, est-ce qu'on est en droit d'imaginer une Russie qui soit démocratique? Est-ce que c'est un pays qui a lui-même vocation à devenir une vraie démocratie? Peut-être M. Fedorovski. Vous savez, dans votre question, je suis désolé de vous dire qu'il y a un brin de racisme. Le racisme? Non, je me fais exprès le vocabulaire, mais... Racisme, pourquoi? Parce que ça suppose que dans le sang russe, il y a un grain de la dictature. Et ça, ce qui contredit, c'est les grands Russes que j'ai connus, en fait, comme Sakharov, comme Solzhenitsyn, comme les gens qui ont lancé ce processus de la démocratie. Vous comprenez, le problème là-dedans, c'est que, évidemment, l'histoire russe est différente de l'Occident. C'est une histoire très rude. Il y avait le tsarisme, après il y avait ce suicide, à mon sens, de la Russie après la révolution russe, et le régime totalitaire. Évidemment, c'est différent. C'est rude. Et puis le pays de cette dimension, ça se gère autrement. Il ne faut pas qu'on se ment. Vous comprenez, moi je fais même mieux que moi j'ai vécu beaucoup en Occident, et quand j'étais plus ou moins aux affaires, j'ai poussé beaucoup l'idée de l'élection des gouverneurs en Russie. Ils se sont repris, ils ont élu les gouverneurs. Selon la CIA, 80% des gouverneurs ont été les mafieux.
ou hier, la mafia, les chiffres de la CIA américaine. Alors je suis obligé de dire que l'idée était bonne et le résultat était mauvais. Qu'est-ce qu'il fait Poutine? Il choque les philosophes. Le lendemain, il abolit ça et il nomme les gouverneurs. Je tiens à vous dire que, comme vous dites, beaucoup de gens pensent qu'il a comme ça sauvé la Russie. Parce que quand vous étiez là-bas, ça allait dans tous les sens et il y avait un danger de l'éclatement de la Russie. Vous comprenez, il faut éviter les amalgames et les choses formelles. Formellement, c'était un autre exemple. J'ai un ami qui était inventeur de la perestroïka, qui était une sorte d'illuminé, haï en Russie aujourd'hui. Ils veulent le pendre, ils veulent vraiment le présenter comme un agent de la CIA. Une bêtise épouvantable de la Russie aujourd'hui. Yakovlev, vous savez. C'est un illuminé qui a voulu sortir du communisme. Il a rendu pour le monde un service extraordinaire parce qu'en réalité, c'est lui qui a tué le régime. Et lui, il a eu, dans votre sens, l'idée de pousser la démocratie jusqu'à élire les chefs des entreprises. Il a tué l'idée, parce que vous imaginez qu'on fait élire aux éditions du Rocher, par exemple, les dirigeants. Ce sera terminé. Vous comprenez, il faut éviter, ça c'est une chose, évidemment, plus sérieusement parlant, madame connaît mieux que moi, que la classe moyenne en Russie est déjà née. C'est le profil complètement européen. On les diabolise, on dit que les Russes ne sont pas prêts. C'est ridicule, vous comprenez, je les connais, c'est des gens qui travaillent beaucoup plus qu'ici, qui ne connaissent pas 35 heures, qui veulent la réussite sous votre contrôle. La réussite personnelle, etc. Vous les repoussez aujourd'hui dans les bras chinois. Et d'ailleurs, je vous signale, les Russes ne veulent plus travailler avec l'Europe, tels que je les connais maintenant. Quand je parle avec eux, ils disent non, l'Europe, ils sont en train de s'islamiser, c'est les gens qui suivent les États-Unis. Le continent de l'avenir, c'est l'Asie. C'est un grand danger, vous comprenez? L'Europe ne représente plus le modèle. Il était à mon époque. Il adorait, il voulait être tous naïfs. Gorbatchev était naïf, les Russes étaient naïfs. Maintenant, ils ne veulent plus, surtout pas ça. Il vient, vous savez, comme la première réaction, il vient, vous savez, en France, quand il débarque à Charles de Gaulle, ils prennent RER. Jamais ça, c'est ça, non? Vous comprenez? Les choses, il faut comprendre, il faut voir les choses telles qu'elles sont, mais le profil pour être, à la fois c'est différent, à la fois c'est une rudesse de l'histoire, mais en même temps, vous comprenez, il ne faut pas avoir l'esprit, évidemment les Russes, et on aurait pu réussir l'exercice bien avant, mais à la fois la bêtise russe et la bêtise occidentale, après, fait éclater les trucs qui a amené ce régime autoritaire tel qu'il existe aujourd'hui, mais quand même, relativisons les choses, et surtout, pour aller dans le sens des philosophes de Saint-Germain, pas de racisme chez nous.